Ça fait maintenant un an que j'ai ma RTX 5070 Ti et j'ai jamais fait de vidéo dédiée sur cette carte graphique. À l'époque, je l'ai acheté 880 €, une sacrée somme, on va pas se mentir, mais ça restait justifiable de par ses 16 Go de VRAM embarqué, très utile pour moi qui fait de la modélisation 3D sous Blender, mais aussi parce qu'elle a des performances relativement proches de la RTX 5080 tout en étant significativement moins chère. Évidemment, on a aussi les cartes de chez AMD qui embarquent aussi 16 Go de VRAM pour bien moins cher, comme la RX 9070 XT, mais l'intégration Nvidia sur Blender est largement meilleure comparée à AMD. On va donc voir ce que cette RTX 5070 Ti a dans le ventre sur une douzaine de jeux, parmi eux Subnautica 2, Windrose, Crimson Desert et j'en passe. Au passage, je vous ai mis des liens vers des cartes graphiques en description si ça vous intéresse. Ces liens sont des liens affiliés, donc si vous passez par mes liens, ça permet de me soutenir. Mais avant de rentrer dans les benchmarks, parlons de la config de test et un peu plus en profondeur du modèle de ma RTX 5070 Ti. Alors pour la config, j'ai un processeur AMD Ryzen 7 9700X épaulé par 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz CL36. C'est pas le meilleur des processeurs, mais je n'ai pas eu encore le budget pour un 9800X 3D. Après attention, le 9700X est loin d'être mauvais, mais dans certains cas, il peut brider la RTX 5070 Ti en 1440p, mais ça j'en reparlerai pendant les benchmarks. Pour ce qui est du modèle de la carte graphique, c'est la Zotac Solid SFF que vous commencez à bien connaître si vous suivez mes vidéos. Je suis parti sur ce modèle parce qu'il faisait partie des moins chers et parce que le form factor réduit me permettait d'envisager d'installer cette carte graphique dans un boîtier ITX, et c'est ce que j'ai fait, premièrement avec le boîtier Cooler Master NR200PV2 Max, puis maintenant dans le boîtier Fractal Terra. À savoir que tout tourne très bien dedans et les températures restent parfaitement acceptables, avec en moyenne en jeu 77 degrés pour la carte graphique et 75 degrés pour le processeur. Allez, passons maintenant au benchmark. Pour information, l'ensemble des benchmarks ont été réalisés en 1440p et en 4K avec les paramètres en élevé et non en ultra parce que c'est ce qui représente le plus les conditions réelles de jeu. Vous aurez les résultats sans DLSS et avec le DLSS configuré sur les paramètres et la version qui me semblait le plus pertinent pour la résolution. À savoir qu'en 1440p, j'ai utilisé le DLSS 4.0 sur le preset Quality parce que c'est ce qui permet d'avoir une bonne qualité graphique mais en ayant un coût en termes de performance inférieur au DLSS 4.5. Par contre, pour la 4K, j'ai utilisé le DLSS 4.5 sur le preset Performance parce que c'est la version du DLSS qui est la plus adaptée pour la 4K et qui affiche une très bonne qualité même avec les paramètres performance. Allez, attaquons les benchmarks avec Arc Raiders. Le jeu est particulièrement demandeur au niveau du processeur et ça se vérifie en 1440p avec 34 fps, que ça soit avec ou sans DLSS, parce que la RTX 5070 Ti est bridée par le Ryzen 7 9700X. En 4K, la RTX 5070 Ti est exploitée à son plein potentiel avec 103 fps sans DLSS et 127 fps avec le DLSS 4.5 en mode performance. Dans tous les cas, le jeu est parfaitement fluide, mais je regrette le manque d'optimisation côté CPU pour le jeu qui permettrait de mieux exploiter la carte graphique en 1440p. Passons maintenant à Greyzone Warfare. Ici, le jeu en Early Access est particulièrement gourmand avec 69 fps en 1440p sans DLSS. On arrive à avoir 95 fps avec le DLSS, ce qui rend l'expérience beaucoup plus agréable. En 4K, on tombe à 45 fps sans le DLSS. Pour ce type de jeu, c'est juste injouable. Avec le DLSS 4.5, on remonte à 71 fps. Il faut garder en tête que le jeu a une map persistante immense et que le niveau de détail et de végétation est juste exceptionnel. Donc je ne suis pas particulièrement choqué par les performances. À titre personnel, j'y joue qu'en PvE. J'utilise la FrameGen sur 2X pour améliorer les performances sans trop détériorer la qualité graphique. Le jeu étant assez lent par nature, la FrameGen s'y prête plutôt bien. Évidemment, si vous jouez en mode PVP, la FrameGen n'est pas l'idéal. Bref, assez parlé de Greyzone, passons maintenant à Warframe. Et ici, les performances sont sans grande surprise stratosphériques, avec 417 fps en 1440p sans DLSS et 554 fps lorsqu'on active le DLSS 4.0. En 4K, c'est pas aussi démesuré, mais ça reste excellent, avec 194 fps sans DLSS et 238 fps avec le DLSS 4.5 sur le modèle M. Je précise que ces performances sont atteintes sur une map fermée parce que c'est là où se passe 80% du temps de jeu sur Warframe. Enchaînons sur un autre jeu plus tout jeune maintenant qui petit à petit gagne en popularité, c'est The Division 2. Le jeu ne propose pas de DLSS, donc l'ensemble des tests ont été réalisés sans. Heureusement, le jeu est plutôt bien optimisé. En 1440p, le jeu tourne à 235 fps avec un 1% low à 145 fps. On a donc une expérience parfaitement fluide. Pareil pour ce qui est de la 4K puisqu'on maintient un
excellent framerate avec 140 fps, donc malgré le manque de DLSS, n'est dans tous les cas pas nécessaire pour apprécier le jeu. Passons à un de mes jeux préférés, Path of Exile 2, ici depuis la mise à jour 0.4 qui améliore grandement les performances et l'utilisation du CPU, le jeu se montre encore plus fluide avec 147 fps en 1440p sans DLSS et 177 fps avec le DLSS dans cette même résolution. En 4K, on reste au-dessus des 100 fps avec 112 fps sans le DLSS. Avec le DLSS 4.5, on monte à 132 fps, le tout sur une map de campagne et un build de début de partie. Mais ça laisse pas mal de marge pour pouvoir jouer confortablement au on-game qui est réputé pour taper un peu plus sur les performances. Attaquons maintenant Kingdom Come Deliverance 2 qui n'oppose pas de résistance particulière non plus pour la RTX 5070 Ti puisque le jeu tourne à 146 fps sans DLSS en 1440p et 155 fps avec le DLSS en sachant que dans ce cas précis, la carte graphique est légèrement sous-exploitée dû au 9700X qui n'arrive plus à suivre. La RTX 5070 Ti tourne entre 85 et 90% lorsque le DLSS est activé en 1440p. Sans le DLSS, aucun souci pour la RTX 5070 Ti qui est utilisée à son plein potentiel. En 4K, je n'ai pas noté de problème particulier non plus puisque le jeu tourne à 78 fps. On a même un excellent 123 fps avec le DLSS 4.5 sur le preset Performance, ce qui permet vraiment de profiter du jeu dans d'excellentes conditions. On enchaîne avec Conan Exile Enhanced, récemment sorti. Le jeu se montre un peu plus gourmand puisqu'on est à 104 fps en 1440p sans DLSS et 131 fps avec le DLSS 4.0 sur le preset Quality. En 4K, c'est un peu plus compliqué sans le DLSS. La RTX 5070 Ti affiche en moyenne 56 fps. Il faudra donc passer par le DLSS pour pouvoir avoir une expérience plus agréable puisqu'on atteint les 100 fps. Restons encore chez Funcom avec leur dernier jeu de survie Dune Awakening qui tourne à 91 fps sans DLSS en 1440p et 108 fps avec le DLSS. En 4K, on a quasiment les mêmes performances que Conan Exile avec 57 fps. Par contre, lorsqu'on active le DLSS, on n'a pas autant de gains en performance puisqu'on reste au-dessous des 100 fps avec 79 fps. Ça reste totalement acceptable pour ce type de jeu, cela dit. Passons à Crimson Desert qui a connu un franc succès. Le jeu est plutôt bien optimisé pour un énorme open world. La RTX 5070 Ti affiche 103 fps sans DLSS en 1440p. On monte à 114 fps avec le DLSS. En 4K, on reste au-dessus des 60 fps avec 65 fps et 1% low à 56 fps. Avec le DLSS 4.5, on grimpe à 90 fps. L'expérience est donc parfaitement agréable en termes de fluidité. Bon, après, c'est plus l'optimisation agressive du jeu avec pas mal de popping qui pourra potentiellement casser un peu l'immersion. Et je vous conseillerais de jouer plutôt avec les paramètres sur cinématique si vous voulez légèrement réduire ce popping. Enchaînons sur Unshrouded qui est un excellent jeu de survie. Graphiquement magnifique mais qui en paye le prix parce qu'il est particulièrement gourmand lorsque les paramètres sont surélevés. En 1440p, le jeu tourne à 73 fps sans DLSS et 86 fps avec le DLSS. Jusqu'ici, pas de souci pour un jeu de survie PvE, c'est des conditions totalement acceptables pour jouer. Par contre, en 4K, ça se corse un peu avec 42 fps sans DLSS et seulement 68 fps avec le DLSS. 68 fps, ça reste totalement acceptable, mais si vous voulez vous lancer dans du base building ultra complexe, le framerate risque de sévèrement tanker. J'entends par là qu'avec 68 fps, on n'a pas non plus énormément de marge de manœuvre. Restons dans les jeux de survie avec le dernier du nom Subnautica 2 qui affiche des performances plutôt bonnes pour un accès anticipé. On est à 77 fps sans DLSS en 1440p et 101 fps avec le DLSS 4.0. En 4K, ça tank un peu plus sans le DLSS puisqu'on tombe à 45 fps. Par contre, on grimpe à 84 fps lorsqu'on active le DLSS 4.5 avec les presets performance. On finit selon set de benchmark par Windrose qui affiche des performances assez proches du Subnautica 2, à savoir 75 fps en 1440p sans DLSS et 108 fps avec le DLSS 4.0. En 4K, c'est injouable sans DLSS puisqu'on est à 45 fps avec des chutes de framerate à 40 fps dans les zones les plus denses en végétation. Avec le DLSS 4.5, on remonte à 78 fps qui est déjà plus jouable. Sachez toutefois qu'en mer, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à afficher, le jeu grimpe plus à 110, 130
30 fps. Donc j'ai réalisé les tests uniquement sur les îles en maximisant l'exploration dans la végétation pour avoir le cas le plus consommateur en ressources. Voilà, c'est fini pour les benchmarks. Comme vous avez pu le voir, la RTX 5070 Ti affiche d'excellentes performances en 1440p et permet aussi de jouer confortablement sur la plupart des jeux en 4K avec l'aide du DLSS. Sans le DLSS, c'est beaucoup plus compliqué sur les jeux récents gourmands, encore une fois en 4K. Malheureusement, c'est une carte graphique qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Il y a quelques mois, il avait été question d'un statut End of Life, donc en fin de vie, qui avait été annoncé par Asus. Ils ont finalement rétro-pédalé, puis plus récemment, ça revient plus ou moins sur la table. Bref, c'est assez mouvementé, ce qui fait fluctuer le prix de cette carte graphique. C'est dommage parce que pour moi, c'est la carte graphique d'NVIDIA qui est la plus intéressante pour ceux qui voudraient une carte graphique très performante avec 16 Go de VRAM, puisqu'elle coûte 400 € de moins qu'une RTX 5080 et a des performances relativement proches, puisqu'on a un écart d'environ 10 à 15%. Évidemment, ça dépendra forcément du type de joueur que vous êtes et du budget que vous avez. Je ne dis pas que c'est la meilleure carte graphique, déjà parce que ça ne l'est pas, et aussi parce que chaque joueur a un budget différent et des attentes différentes, donc on ne peut pas normaliser les recommandations. C'est bien pour ça que je fais des benchmarks. Un autre point important que je voudrais aborder, c'est qu'AMD propose la RX 9070 XT, qui est la concurrente directe de la RTX 5070 Ti. Vous ne profiterez pas d'un upscaler aussi avancé qu'NVIDIA, même si AMD progresse pas mal de son côté avec le FSR, ni même des mêmes performances en termes de ray tracing, sans compter que l'intégration avec les logiciels est moins bonne avec les cartes d'AMD de manière générale. Mais si c'est exclusivement pour jouer, alors la carte d'AMD est juste un no-brainer comparé à la carte d'NVIDIA. Elle affiche globalement les mêmes performances que la RTX 5070 Ti en rasterisation, le tout pour 300 € moins cher. Après, j'en ai pas sous la main, donc je n'ai pas pu la tester, mais j'ai testé sa petite sœur, la RX 9060 XT, et j'ai vraiment été impressionné par le rapport performance-prix de la carte d'AMD. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo si vous êtes curieux. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, quelle carte graphique vous avez et quel framerate vous visez en général pour jouer confortablement. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner, ça me soutient vraiment. En plus, on n'est pas loin des 10 000 abonnés. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.